Théophile Gautier, Mademoiselle Daphné, chapitre 1. L'année dernière, il n'était question que de Mademoiselle Daphné de Boisfleury, ou la Daphné, comme on l'appelait familièrement, dans ce monde dont le plaisir semble être la principale, ou pour mieux dire l'unique affaire. Tous ceux qui étaient d'un club quelque peu élégant suivaient les cours de Chantilly et de la Marche, applaudissaient à l'opéra la cantatrice ou la danseuse en vogue avec une fleur plantée à la boutonnière par Isabelle, jouaient à la paume et au cricket, patinaient sur le lac, soupaient au café anglais en sortant du bal masqué, et l'été allaient suivre une martingale à Bade, connaissaient la Daphné. Les autres, pauvres gandins à la suite, indignes d'un si grand honneur, faisaient semblant de la connaître. De mauvaises langues prétendaient que son nom était Mélanie Tripier, mais les gens de goût l'approuvaient d'avoir répudié ces vocables disgracieux. Un vilain nom sur une jolie femme produisant l'effet d'une limace sur une rose. Daphné de Boisfleury valait mieux à coup sûr que Mélanie Tripier. Cela avait à la fois un petit air mythologique et aristocratique, tout à fait galant. L'orthographe spéciale de Daphné par un F sortait son Italie de la Renaissance et donnait du ragoût à la chose. Ce nom sans doute avait été fabriqué pour la belle par quelque poète lyrique sans ouvrage et baptisé de vin de champagne au dessert. Quoi qu'il en soit, la Daphné arrivait aux courses dans une calèche à 8 ressorts, attelée de manière à défier la critique des sportmen les plus difficiles, et conduite à la Daumont par des grooms en culottes de peau blanche, en bottes molles à revers, en casaque de satin vert pomme, les cheveux crêpés et poudrés sous leur casquette anglaise. Une duchesse de Bonalois n'eût pas été mieux menée. Cette rigueur dans les choses d'écurie lui valait une certaine estime parmi le monde hippique. Ses chevaux étaient des chevaux sérieux et sa livrée noire avait du chic. Blonde primitivement, la Daphné, pour se conformer à la mode qui régnait alors, était devenue rousse par l'usage de certains cosmétiques renouvelés de la parfumerie vénitienne au XVIe siècle. Retombant sur sa nuque et épais chignon, ses cheveux, allumés au soleil de paillettes lumineuses, brillaient comme des papillons d'or dans un filet. Elle avait les yeux verts de mer, procellossi oculi, des yeux de tempête rehaussés par des sourcils et des circules bruns, singularité piquante due à la nature ou à l'art, mais en tout cas d'un bon effet. Sa peau était trop blanche pour n'être pas truitée de quelques taches de rousseur sous sa poudre de riz et sa couche de fard hortensia, mais ce défaut se compensait par l'extrême finesse du tissu, et d'ailleurs, en ce siècle de maquillage, on a le teint qu'on veut. Ses lèvres ravivées d'une couche de carmin laissaient voir en s'entr'ouvrant des dents pures et bien rangées, mais dont les canines très pointues faisaient penser à la denture des elfes, des nixes et d'autres créatures aquatiques d'un commerce dangereux. Quant à ses toilettes, elles étaient très variées, mais toujours extravagantes, pittoresques cependant, comme des travestissements de carnaval. C'était un luxe fou et une surcharge bizarre de tous les brimborions qu'invente la mode du demi-monde, ne sachant plus où donner de la tête pour tirer l'œil et faire scandale. Petits chapeaux andalous, hongrois, russes, avec plumes de paon, violettes, masques, constellations de paillettes d'acier, franges de larmes en verre, garnitures de perles en jet et autres fanfreluches de même sorte, qui bruissaient comme la tétière d'une mule espagnole, vestes turques, zouaves, chemises cosaques, Garibaldi historié de boutons, de grelots, de ferrets, de soutaches, si compliqués que l'étoffe disparaissait. Jupons tailladés, retroussés, bouffants,
plaqué de quilles et de losanges de couleurs les plus voyantes et les plus brusquement associées. Bottes mignonnes en maroquin du Levant, à hauts talons rouges et à grands d'or. Rien n'y manquait, et soyez certains, sans l'avoir vu, que ces boutons étaient blasonnés de fers à cheval et de fouets en sautoir. Elle ressemblait à s'y méprendre à un de ces croquis élégamment exagérés des costumes du jour dont Marcellin illustre la vie parisienne. Or, il advint qu'au milieu de son triomphe, à l'apogée de son succès, mademoiselle Daphné de Boisfleury disparut subitement. L'astre eut une éclipse et s'effaça du ciel de la galanterie. Qu'était-elle devenue? Des créanciers, lassés d'attendre, l'avaient-il envoyée en villégiature à Clichy? Était-elle tombée amoureuse de quelque mineur séraphique exigeant d'elle un renoncement complet à Satan et à ses pompes? Un pacha civilisé, las de géorgiennes, de circassiennes et de négresses, lui avait-il proposé un engagement de 500 000 francs pour son sérail, avec clause de réclusion et de fidélité? Personne n'en savait rien. On alla même jusqu'à supposer que, prise par quelque remords soudain, elle s'était enfouie au fond d'un monastère. À cette aventure, il fallait une explication bizarre et romanesque, car la Daphné était trop belle, trop jeune et trop en vogue pour qu'on pût songer à l'un de ces désastres vulgaires qui remettent, lorsqu'elles vieillissent, ces créatures dans l'inconnu d'où elles sortent. On en parla bien 15 jours au bois, à l'opéra et au club, puis on n'y pensa plus. Paris a bien autre chose à faire que de s'occuper des étoiles filantes. Il manque à tout le monde et personne ne lui manque. Si vous venez, c'est bien, si vous vous en allez, c'est mieux, car vous faites place à un autre. Paris n'est pas long à dire aux femmes Displicuit nasus tous, ton nez a déplu. Le nez de la Boisfleury, qui était fort bien fait, ne déplaisait pas encore, mais celui de Zerbinette, gentiment retroussé à la Roxelane, le fit oublier au bout d'un mois. Cependant, il fallait bien que la Daphné fût quelque part. Elle n'était pas morte, on l'aurait su. Sa maison, ses chevaux, ses voitures n'avaient pas été mis en vente, et l'on ne supprime pas en pleine civilisation un être aussi voyant qu'une fille de marbre comme mademoiselle Daphné de Boisfleury, née Mélanie Tripier. Ce qu'il y avait de certain, c'est que Daphné n'était plus à Paris. Un petit amoureux à qui elle avait donné un rendez-vous où nécessairement elle ne se trouva pas, l'avait cherché partout, même à la morgue, cette station finale des enquêtes désespérées. Plus adroit que le petit amant, nous retrouverons peut-être mademoiselle Daphné de Boisfleury, mais pour cela il est indispensable de faire un voyage, de sauter de Paris à Rome, d'un alinéa à l'autre et de nous suivre à la Villa Pandolfi. Chapitre 2. La Villa Pandolfi, à quelques tours de roue hors des murs, est un de ces palais empreints au plus haut degré du goût italien, comme il régnait vers la moitié du XVIIe siècle. Elle est située au fond de vastes jardins, plutôt bâtis que plantés, car la compréhension de la nature est un sentiment tout moderne. Il n'y a pas longtemps qu'on s'est avisé de mettre dans les parcs des fleurs, des gazons et des arbres. Une porte semblable à un arc de triomphe et flanquée de colonnes d'ordre rustique à bossage vermiculé, d'où pendent des stalactites de pierre où se mêlent des barbes d'herbe, s'ouvre dans un mur antique qui a dû clore sous les Césars quelques villas patriciennes. La grille franchie, une allée de cyprès plusieurs fois centenaires se présente aux visiteurs. Ces cyprès, aux troncs côtelés de puissantes nervures pareilles à des colonnes tordues en faisceaux par une main de géant, semblent avoir pour feuillage des scories de bronze et forment deux immenses rideaux d'un vert sombre presque noir
conduisant la vue vers le palais élevé au fond de cette perspective. Une eau vive court dans des rigoles de pierre de chaque côté de l'allée, après avoir alimenté les fontaines et les jets d'eau de la villa, et s'engouffre dans une crapaudine avec un bruit de torrent. Entre les cyprès, des vases de marbre, des statues antiques plus ou moins mutilées, font des taches de blancheur d'un effet assez inquiétant le soir, et rappellent vaguement les tombes turques au grand champ des morts de Scutari. À l'heure où nous commençons cette description, le soleil se couchait dans un ciel d'un bleu de turquoise, strié d'étroits nuages violets, et tournant au citron ou approchant des tons orangés qui environnaient l'astre à son déclin. Les pyramides des cyprès s'enlevaient en vigueur sur ce fond clair, et à travers leur feuillage obscur, scintillaient çà et là des points de feu d'où partaient des rayons, tandis que tout le bas baignait dans une ombre bleue et froide. Le palais s'élevait sur une grande terrasse à balustres de marbre divisée par des acrotères supportant des statues mythologiques tortillées dans le goût du Bernin et de son école. Des niches creusées dans les murs contenaient aussi des figures frustes retirées des fouilles par les anciens propriétaires de la villa, et des fragments de bas-relief y étaient encastrés. Un escalier de marbre séparait la terrasse et montait entre les deux constructions par larges paliers. D'un des coins de la balustrade, comme un tapis d'un balcon, s'échappait une immense nappe de lierre qui rompait heureusement les lignes horizontales de l'architecture. Au haut de l'escalier s'élevait en recul le palais, avec sa corniche d'une forte projection, ses grandes fenêtres aux frontons échancrés triangulaires alternativement, son péril à pilastres d'ordre corinthien cannelés à mi-hauteur et son soubassement taillé à facettes. Pour avoir l'effet juste sur cette vieille magnificence, répandez la rouille du temps, les tons noirâtres de la pluie et les plaques vertes de mousse. Cela ne ressemblait en rien à ce qu'on entend en France par château ou maison de campagne. On eût dit une décoration de théâtre exécutée en pierre au lieu d'être peinte sur toile. Tout y était sacrifié à l'effet et à la perspective. Les arbres y ressemblaient à des coulisses, mais c'était une décoration comme celle de San Quirico, qu'admirait si fort Stendhal, grandiose, solennelle et dessinée par un profond génie architectural. Du haut de la terrasse, la vue s'étendait sur les jardins, où des ifs et des buis, taillés d'une façon bizarre, formaient des compartiments symétriques, s'arrondissaient en boules, s'allongeaient en pyramides et prenaient toutes les figures, excepté la naturelle. C'était ce goût qu'on appelle français et qui est véritablement italien, car il vint chez nous d'au-delà des monts et se développa dans toute sa splendeur sous Louis XIV. Au milieu de ces parterres, on voyait des fontaines rappelant le style de celles qui ornent la place Navone. Des tritons barbus et cambrés tortillaient leurs jambes squameuses, enlevant des néréides entre leurs bras nerveux et soufflant par leurs conques des jets d'eau qui retombaient en bruine sur leurs reins verdis. Dans les recoins, des grottes de rocailles, envahies par les plantes planériétaires, abritaient les groupes d'Assis et Galatée que Polyphème menace d'une énorme pierre. Et Pluton ravissait Proserpine sur un char à demi englouti entre les roches entr'ouvertes. Cette invention avait dû jadis paraître du dernier galant. Deux autres fontaines, appliquées au mur en forme de façade, versaient l'eau par des mascarons tragiques et comiques, au large rictus de bronze, dans une cuve de porphyre et dans un tombeau romain dont le bas-relief mutilé représentait une bacchanale. Au-delà, par-dessus les murailles, on apercevait vers le bord de l'horizon la ferme découpure du mont Soracte, brillantée de quelques touches de neige.
Chapitre 3. La nuit commençait à descendre et l'obscurité faisait briller sur la façade du palais quelques fenêtres d'un éclat rougeâtre. La villa, comme on eût pu le croire, n'était pas inhabitée. Elle avait, chose étonnante, d'autres hôtes que les rats, les araignées, les chauves-souris et les terreurs nocturnes. Des voitures suivaient l'allée de cyprès où leurs lanternes scintillaient comme des vers luisants dans l'ombre opaque et déposaient leurs maîtres à l'escalier de la terrasse. Ces arrivants semblaient des invités car ils étaient tous en frac noir, cravate blanche et gants paille. Ils étaient presque tous jeunes, sauf 2 ou 3 personnages chez qui la naissance, le pouvoir et la richesse remplaçaient la jeunesse. Quoiqu'ils montassent les marches d'un pas plus lent et plus lourd, ils n'en étaient pas moins sûrs de parvenir. L'intérieur du palais Pandolfi, bien qu'on eût fait des efforts pour y introduire le confortable moderne, n'en restait pas moins sérieux, triste, presque sinistre. Les appartements de réception étaient au rez-de-chaussée et se composaient d'une suite de salons en enfilade, dont les portes se correspondaient et formaient du seuil à la dernière pièce une longue perspective pareille à celle de ces glaces posées l'une en face de l'autre qui se retrouvent renvoient indéfiniment leurs reflets. Le moindre de ces salons eût contenu sans peine toute une maison, comme les architectes les construisent aujourd'hui. Il fallait pour les remplir la gigantesque vie d'autrefois. C'est tout au plus si des buissons de bougies plantés dans d'énormes torchères suffisaient à faire discerner les tapisseries passées de tons, les cuirs de Cordoue à grand ramage et les fresques assombries qui décoraient ces vastes murailles. De loin en loin, dans son cadre de vieil or rougi, une scène mythologique peinte par quelques Bolonais à la suite des Caraches faisait sortir d'un chaos d'ombre la chair blanche d'une nymphe ou d'une déesse. D'antiques cabinets de laque envoyaient des éclairs roses et bleus de leurs incrustations en burgos. De vieux fauteuils dorés prenaient des paillettes de lumière sur les reliefs de leurs sculptures. Les figures couchées au-dessus des charbranles et soutenant le blason des Pandolfi s'illuminaient de luisants singuliers et prolongeaient jusqu'au plafond leurs ombres déformées et spectrales. À travers ces salons où se tenaient quelques domestiques en livrée sombre, indiquant la route, les invités passaient comme des fantômes, et le silence était si profond qu'on entendait le craquement de leurs bottes vernies sur les parquets de marqueterie ou de mosaïque d'un bout à l'autre des salles. C'était dans la dernière pièce qu'avait lieu la réception. De fortes lampes enchâssées dans d'immenses potiches du Japon, un lustre à 40 branches, descendant d'un plafond représentant l'Olympe au bout d'un câble de soie accroché aux zestes de Vénus, des appliques chargées de bougies et reflétant la lumière dans des miroirs d'argent poli, y produisait une véritable illumination al giorno qui permettait de saisir tous les détails d'un luxueux ameublement où le confort moderne avait su se plier avec intelligence à la sévérité du goût ancien. La dame de la noble villa romaine n'était autre, il faut bien l'avouer, que mademoiselle Daphné de Boisfleury, un Anglais revenu de l'Inde, possesseur d'un grand nombre de Jacques de roupies, blasé sur les charmes plus ou moins cuivrés des bayadères, ultra splénétique et portant autour des yeux les lunettes d'or de l'hépatite, l'avait trouvée amusante comme un ouistiti en verre de grimace à un souper de carnaval, et s'était payé cette petite chose curieuse. Il s'en était bientôt fatigué dans l'intimité d'un voyage en Italie et avait repris le chemin de Calcutta, laissant avec une grosse somme d'argent en manière de consolation la Daphné magnifiquement installée à la villa des Pandolfi qu'il avait achevée de son dernier propriétaire, tombé dans l'indigence
et forcée à ce douloureux sacrifice de voir une fille habiter le palais de ses aïeux. La Daphné n'avait pas encore achevé sa toilette. Ces créatures n'en finissent jamais, et les convives, au nombre de 7 ou 8, attendaient avec cet air un peu gourmet d'hommes rivaux de fête ou tout au moins d'intention. Ce qui était ou avait été du dernier mieux avec la diva se montrait bon prince, tandis que les autres, malgré leur politesse, gardaient une mine froide et presque farouche. Nous n'étonnerons personne en disant qu'il y avait là un duc historique, un père d'Angleterre, un prince romain, un kniaz russe, 2 marquis, un baron, qui s'il n'était pas le premier baron chrétien n'en appartenait pas moins à une très illustre famille, et un charmant petit attaché d'ambassade, tout jeune, tout blond, tout rose, qu'on eût pris pour l'ange de la diplomatie. Tout salon se fut honoré de pareils hôtes, et s'ils étaient là, c'est que les gens comme il faut aiment à se dédommager dans la mauvaise compagnie de l'ennui que leur cause la bonne. Bien, si vous le permettez, nous allons là laisser ces beaux messieurs occupés à feuilleter les albums, regarder les stéréoscopes, examiner les bibelots des étagères, échanger quelques considérations politiques sur la jambe de la première danseuse, et nous passerons dans le cabinet de toilette de la Daphné. Elle se tenait debout, habillée de pied en cap, près d'une vaste table de marbre couverte de flacons, de brosses, de pots, de petits outils d'acier et de tout l'attirail de la toilette moderne. Devant elle était déployé un paravent de glace, sorte de psyché à 3 feuilles, le triptyque de la coquetterie, qui lui permettait de se voir de haut en bas sous tous les aspects. Le costume de la Daphné consistait en une robe de taffetas vert d'eau glacée, galonnée sur toutes les coutures de dentelle d'argent, qui encadrait également le corsage et, cousus à plat, formait sur la jupe des carrés, des losanges, des cercles, des entrelacs. Des bandelettes d'argent, en harmonie avec la garniture de la robe, brillaient par places dans ses cheveux roux, ondés, crêpés, hérissés sur le front, renoués à la nuque et s'échappant en une énorme gerbe de spirales d'or fauve sur des épaules qui, pour appartenir à un être doué d'une âme assez noire, n'en étaient pas moins blanches. Quoiqu'elle eût tout lieu d'être contente de sa toilette, la Daphné ne jetait pas à sa psyché triple le regard d'approbation qu'elle ne se refusait pas lorsque l'édifice de sa coiffure était venu à bien et que la traîne de sa robe était suffisamment longue. La portière du cabinet de toilette venait de retomber sur une visite mystérieuse. Une femme, vêtue de noir, hermétiquement voilée, venue sans bruit, était sortie du même pas par des passages secrets qu'elle semblait connaître en longue main et qui lui avaient permis de parvenir jusqu'à Daphné à l'insu des domestiques. De ces femmes-là, vêtues de noir et masquées d'un voile de grenadine, on en voit souvent rôder autour des courtisanes à la mode, chuchotant des promesses d'écrin, de bourses d'or, de rentes assurées. Mais celle-ci, dans son costume couleur de ténèbres qui ressemblait à un domino, avait réellement fort grand air. Cependant, quand elle fut sortie, la Daphné ouvrit un coffre en fer scellé dans le mur et défendu par toutes les combinaisons de serrurerie qu'a pu produire la rivalité de Huret et de Fichet, et y enferma un portefeuille gonflé de billets de banque, sans doute le prix ou les arts du marché conclu. Mademoiselle de Boisfleury, ce qui ne lui arrivait pas souvent, avait l'air sérieux, et en se dirigeant vers le salon, elle murmurait, comme pour se la remémorer, cette phrase bizarre: « Pressez l'œil gauche du sphinx de droite ». Avant d'entrer, se sentant sans doute un peu pâle, elle tira de sa poche une petite pomme d'api en ivoire
qui se dévissait par la moitié, y prit une houppe chargée de roses et se la passa sur les joues. Après la distribution obligatoire des check-hands et des baisers posés sur le dos d'une main assez commune, travaillée par les onguicures, Daphné donna le bras au père d'Angleterre, et l'on passa dans la salle à manger. Une haute salle décorée d'une fresque assombrie par le temps et représentant le banquet des dieux, œuvre de quelque élève de Jules Romain, si ce n'est de Jules Romain lui-même. Cette fresque, qui régnait tout autour de la salle, échancrée par la porte et une fenêtre unique, aux amples rideaux de brocatelle, reposait sur un soubassement, où Polydore de Caravage avait, au milieu d'une architecture feinte, encadré des médaillons de bronze rehaussés de hachures d'or, contenant des scènes et des attributs mythologiques. Les dieux et les déesses, dans une nudité olympienne, se livraient à de violentes crispations musculaires pour tendre leur coupe au nectar d'ébé ou prendre l'ambroisie, nourriture des immortels, sur de grands plats d'argent. Leurs torses, d'un ton orangé, se détachaient d'un ciel dont le bleu avait noirci, et leurs pieds s'appuyaient sur des flocons de nuages blancs, semblables à des éclairs de marbre. Tous ces dieux du paganisme à qui l'art avait redonné une sorte de vie semblaient regarder d'un air dédaigneux les mortels trop modernes qui installaient leur dîner terrestre au-dessous de leur banquet céleste où l'on ne mangeait que de la peinture. Junon, son paon entre les jambes et la tête un peu tournée vers l'épaule, paraissait lancer un coup d'œil farouche à mademoiselle Daphné de Dumoiriez, placée précisément en face d'elle. La sévère épouse de Jupiter n'a jamais aimé les nymphes de conduite suspecte. La table était posée au milieu de cette immense salle, sur un tapis de Smyrne, car bien qu'on touchât à la fin du printemps, la mosaïque du plancher eût été froide aux pieds des convives. Daphné avait à sa droite le père d'Angleterre, qui portait majestueusement ses 11 lustres, et gardait cette verdeur des vieillards anglais conservée par une grande vie et une hygiène supérieure. À sa gauche, Lothario, le jeune prince romain. C'était un jeune homme mince et nerveux, plutôt petit que grand, au teint pâle, le visage entouré d'une étroite ligne de favoris très noirs, qui allait rejoindre une petite barbe fine, soyeuse et lustrée comme de l'ébène, qui n'avait pas beaucoup d'années de date. Ses yeux étaient d'un brun foncé, avec des lueurs jaunes autour de la pupille, et l'ensemble de ses traits offrait cette régularité classique qu'on rencontre assez souvent en Italie et qui est si rare dans nos climats. Les artistes disaient que le prince Lothario ressemblait beaucoup au portrait de César Borgia par Raphaël, qu'on admire à la galerie Borghese. Un soir de carnaval, Lothario avait pris pour déguisement le costume du portrait, et on eût dit que le Borgia était revenu au monde. N'allez pas d'après cela imaginer une physionomie féroce et terrible. Non, Lothario paraissait le plus doux des hommes, et avait une figure charmante, comme le fils d'Alexandre VI. Tout en conservant l'obséquiosité que les courtisanes gardent toujours à l'endroit des millions, même quand les millions ont des cheveux blancs, Daphné cultivait son voisin de gauche, le prince Lothario. Elle lui indiquait les vins qu'il fallait boire, les plats dont il valait mieux goûter. Elle se penchait vers lui presque tendrement, lui chuchotait à l'oreille des choses qu'elle aurait bien pu dire tout haut, et à la moindre plaisanterie de Lothario, elle riait aux éclats, montrant ses belles dents jusqu'aux gencives, et se renversant sur le dos de sa chaise, de façon à mettre en relief les trésors d'une poitrine fort blanche et fort bien meublée, comme disaient nos bons aïeux dans leur style galantin et léger. Souvent, elle posait son bras, nu contre la manche de Lothario, qui se blanchissait à la poudre de riz.
Aujourd'hui, on s'enfarine près des nymphes comme près des meuniers. Le repas était fin et délicat. On ne mange plus que chez les créatures qui ont à réveiller tous les blasements, ceux du cœur et ceux de l'estomac. Le vin de champagne de la veuve, comme on dit quand on veut mériter l'estime des garçons de cabinet, s'y frappait dans des carafes en cristal de Bohême, où une poche ménagée à la paroi du vase faisait plonger la glace sans qu'elle se mêlât au vin. Les crus les plus célèbres du Rhin passaient de leurs longues quilles dans les renards couleur d'émeraude, et la Daphné, un peu lancée, racontait des histoires incroyables dans un style qui empruntait des termes à 3 ou 4 argots. Car elle avait été modèle, figurante à un petit théâtre et mêlée par ses amours au monde du sport. L'atelier, la coulisse et l'écurie lui ouvraient leur dictionnaire de locution pittoresque. Il paraît que c'est un plaisir de voir tomber des lèvres d'une jolie femme, au lieu de perles ou de roses, des crapauds et des souris rouges. Car tous les hommes bien nés et de la meilleure éducation semblaient s'amuser beaucoup des propos de la Daphné. Le père d'Angleterre, qui ne comprenait pas toujours, quoiqu'il sût parfaitement le français de Racine, de Fénelon et de Voltaire, souriait gravement. Le Knias russe, au courant de toutes ces rengaines par l'étude assidue des petits journaux, s'extasiait sur la verve de mademoiselle de Boisfleury, qu'il proclamait ce soir-là absolument phosphorescente. Quant au prince romain Lothario, en l'honneur duquel se tirait ce feu d'artifice, il lui paraissait peu sensible. La blague parisienne est ce qui produit le moins d'effet sur un esprit italien. Un accent de passion y me valut pour le séduire. L'ange de la diplomatie, malgré son amour pour Daphné, ne pouvait s'empêcher de convenir à part lui que la divinité de son cœur employait des mots bien peu officiels, et encore moins cancellaresques. Chapitre 4. Cependant, qui eût observé d'un œil tranquille mademoiselle de Boisfleury, se fut aisément aperçu qu'elle faisait la bacchante à froid, et qu'il y avait quelque chose de contraint et de nerveux dans ses efforts pour égayer ses convives. Malgré l'animation du repas, son rouge était tombé et une imperceptible moiteur mouillait ses tempes. De ses yeux, qu'elle tâchait de rendre provoquants et voluptueux, jaillissait parfois un regard effaré. Heureusement pour elle, les convives, échauffés par le vin et la bonne chair, ne prenaient pas garde à cette angoisse secrète qui perçait à travers les éclats de rire, les calembours par à peu près et les anecdotes saugrenues. Daphné, voyant qu'elle faisait une médiocre impression sur Lothario, se dit « Passons à la pause mélancolique ». Et comme fatiguée du rôle qu'elle jouait, elle prit une attitude qu'elle savait lui aller bien. Le coude sur la table, la main à la tempe, les doigts dans les cheveux et le regard au plafond, ce qui donnait à son œil une lueur attendrie et lustrée. Elle était vraiment belle ainsi. Lothario, que la turbulence de Daphné avait ennuyé, la regarda avec plus de complaisance et lui adressa quelques phrases flatteuses. « Allons, se dit la Daphné, cela sert toujours à quelque chose d'avoir posé la tête d'expression à l'Académie des Beaux-Arts. Cet air de mignon regrettait la patrie, mais n'aura jamais son effet. » On servit le café, et dans une corne de rhinocéros travaillée avec un art infini par les patients chinois, des cigares, des meilleurs Vueltas de la Havane, furent présentés aux convives. Bientôt, des spirales bleuâtres montèrent vers le plafond rejoindre les nuages de l'Olympe, au risque de faire éternuer les déesses. La Vénus antique aspirait le parfum de l'encens. La Vénus moderne doit se contenter de l'odeur du tabac.
La soirée s'avançait, déjà 2 ou 3 de ces messieurs étaient partis. Ceux qui restaient craignaient en s'en allant de laisser le champ libre à un rival. Le jeune attaché d'ambassade, quoique Daphné eût plusieurs fois laissé tomber la conversation comme une personne qui désire être seule, ne pouvait se résoudre à faire retraite. Il n'y avait plus dans le salon que lui et le prince Lothario, à qui mademoiselle de Boisfleury lançait des regards languissants. Enfin, il se leva et prit congé d'un air maussade. Lothario se disposait à le suivre lorsque Daphné lui prit la main nerveusement et lui dit très bas et très vite « Allez retirer votre paletot de l'antichambre et renvoyer votre voiture. » Cette injonction ne parut pas trop surprendre le prince, et il se mit en devoir de lui obéir. Pendant les quelques minutes qu'il mit à exécuter cet ordre, la Daphné, qui maintenait à grand-peine son agitation, murmurait à voix basse « Mais Lothario est très jeune, beau, riche. J'ai bien envie de manquer à ma parole. L'affaire serait aussitôt bonne de ce côté-là. Oui, mais la femme noire me ferait assassiner, ainsi qu'elle me l'a promis, ou me donnerait une boulette comme un caniche. » Elle en était là de son monologue lorsque Lothario rentra. Aussitôt, elle prit avec une rapidité qui eût fait honneur à une grande comédienne, une physionomie tendre, amoureuse, enivrée, en quelques phrases mêlées de soupirs flûtés et de regards fondants, elle sut persuader au jeune prince qu'elle l'adorait depuis longtemps, depuis ce jour où elle l'avait rencontré au Cascine de Florence, et qu'elle était bien malheureuse, elle, pauvre fille perdue, d'avoir porté ses vœux si haut et d'aimer un être noble et pur qui ne pouvait avoir que du mépris pour elle. Ces choses, même quand on n'y croit pas, sont toujours agréables à entendre, surtout si elles sortent des lèvres d'une jolie femme, prête à approuver son repentir par une nouvelle faute et à jeter en votre faveur la blanche robe d'innocence qu'elle a revêtue pour vous plaire. Daphné, en ce moment, était charmante, soit que la beauté du prince l'émût réellement, soit que l'approche d'une action hasardeuse donna à ses traits une profondeur d'expression qui ne leur était pas habituelle. Lothario l'avait rassurée de son mieux en disant que l'amour, comme la flamme et le vin de la cuve, ne souffrait rien d'impur, et qu'il suffisait de s'aimer pour devenir tout de suite 2 beaux petits anges. Cette morale facile et légèrement moliniste parut du goût de Daphné, dont le prince entourait avec son bras la taille souple, comme Othello reconduisant Desdémona. Affectant la poitrine délicate, Daphné simula une petite toux et dit, elle qui jadis culottait les pipes quand elle était la Judith du rapin Holoferne, « La fumée de ces cigares m'entête et me suffoque. Si nous allions dans ma chambre, il y fait plus frais. » On passa donc dans la chambre de Daphné. Une vaste pièce, très haute de plafond, tapissée en cuir de bohême à ramages d'or fauve, ornée de quelques tableaux de maîtres dont les teintes sombres faisaient tache dans leurs larges cadres d'or neuf, meublée d'un grand lit sculpté dans le goût de la Renaissance et de fauteuils qui ressemblaient à des cathédrales. Cette pièce avait l'aspect lugubre de la chambre à coucher de la Thisbé au 5e acte d'Angelo Tirampadu. La Daphné y avait réalisé une décoration de mélodrame. Cela l'amusait d'avoir peur le soir en se couchant. Dans un coin s'étalait un large divan, ou plutôt un canapé en forme de banc attique, terminé à chaque bout par un sphinx dont la croupe servait d'appui au coussin et permettait de s'accouder. Lothario s'était assis sur ce divan et, de ses bras enlacés, attirait vers lui Daphné, qui faisait une molle résistance et dont le sein palpitait sous ses dentelles d'argent. La chambre n'était éclairée que par une lampe à 3 becs découverte à Pompéi.
Daphné tournait le dos à la lampe et sa figure baignait dans l'ombre. Si la lumière l'eût frappé, Lothario n'eût pas trouvé naturelle en ce moment la pâleur livide de la jeune femme et l'expression hagarde de ses yeux. Avec un geste qui simulait une mutinerie pudique, la Daphné se dégagea de l'étreinte du prince, et comme si elle chancelait d'émotion, elle appuya sa main tremblante sur la tête du sphinx de droite, dont les doigts à tâtons cherchaient l'œil gauche. Quand elle l'eut rencontré, elle empressa fortement la prunelle, comme le bouton d'un timbre, ainsi que le lui avait commandé la dame à la toilette noire, qui lui inspirait une si profonde terreur. À cette pression, le dessus du divan s'ouvrit comme au théâtre une trappe anglaise, précipitant Lothario dans un gouffre sombre d'où sortit violemment une bouffée d'air humide et se referma aussitôt par la réaction du mécanisme d'une manière si exacte qu'il était impossible de soupçonner qu'un homme était assis là 3 secondes auparavant. Le regard atone, les bras pendants, glacé d'horreur. La Daphné contemplait stupidement le canapé, couche d'amour transformée en tombeau, et sur lequel tout à l'heure lui souriait un jeune homme plein de vie et de désir. De folles terreurs l'assaillirent. Les oreilles lui tintaient, le sang lui sifflait dans les tempes, et il lui semblait entendre de sourds gémissements à une grande profondeur sous le plancher. Elle fit quelques pas vers la porte, craignant qu'une autre trappe ne s'ouvrît dans le parquet et ne l'envoyât rejoindre Lothario au fond de l'abîme. Ce serait joliment bien joué, se disait-elle. Mais rien ne céda sous ses pieds. Elle arriva heureusement au seuil de sa chambre, entra dans son cabinet de toilette, vida le coffre, y prit toutes les valeurs qu'il renfermait, la boîte contenant ses bijoux, et avec l'aide de Victoire, son âme damnée, sa femme de chambre séide, revêtit une robe de voyage, s'enveloppa d'un manteau de couleur sombre, et monta dans le coupé qu'elle avait fait atteler. Ce départ ne surprit personne parmi les domestiques, dont la plupart d'ailleurs étaient déjà couchés. Souvent, madame sortait à minuit, pour ne rentrer que le matin. Chapitre 5. En sentant le canapé manquer sous lui, Lothario s'était instinctivement retenu de sa main crispée au coussin de velours où il s'appuyait. Le coussin l'avait suivi dans sa chute et l'empêcha d'être mortel en l'amortissant. Cette horrible sensation de descendre brusquement dans le noir à une profondeur inconnue dura 3 ou 4 secondes, peut-être, qui parurent des siècles au jeune prince romain. Un choc violent l'interrompit. Par bonheur, à cet endroit, le sol, composé de détritus, n'était pas dur, et Lothario, un instant étourdi, reprit bientôt ses sens. Il se tâta, respira fortement, allongea les bras et les jambes, et se convainquit qu'il n'avait rien de cassé. Cette constatation faite, il se dit qu'il fallait reconnaître la place, chose assez difficile dans cette obscurité plus dense, plus opaque et plus noire que celle du puits de l'abîme. Lothario était fumeur, et cette idée lui vint fort à propos qu'il devait avoir en poche une de ces boîtes d'allumettes de cire qui viennent de Marseille et se répandent par le monde entier. Il tâta son habit et sentit le mince relief de la boîte. Il frotta une allumette sur le papier de verre et à la clarté pétillante qui en résulta, il examina rapidement le terrain de sa chute. 3 ou 4 squelettes sous des vêtements d'un autre siècle, tombés en lambeaux ou affaissés sur des formes absentes, étalaient leurs lignes anguleuses. Quelques restes de dorure brillaient parmi ce détritus noirâtre, et l'un des cadavres, encore coiffé de son chapeau, faisait avec sa face décharnée, ses dents sans lèvres et ses yeux vides une grimace lugubrement sarcastique.
Cela ressemblait à cette effroyable eau-forte de Goya qui a pour titre Nadei Nadi. Cette vision, plus humble que toutes les monstruosités du cauchemar, s'éteignit avec l'allumette qui commençait à brûler les doigts de Lothario. Il paraît, se dit le prince, retombé dans l'obscurité, que je suis au fond d'une oubliette, assez bien meublée, mais quel intérêt avait cette fille à faire basculer sous moi ce canapé mécanique? Ce serait un mauvais calcul pour les courtisanes que de détruire les amants. Je ne lui ai pas fait de lait, je n'ai offensé en rien. À quoi lui servirait ma mort? Daphné n'est ici que l'instrument. C'est elle qui a poussé le ressort, mais l'impulsion vient d'ailleurs. Mais, s'entend philosopher sur les effets et sur les causes, continuons nos investigations. Et il frotta sur sa botte une autre allumette, dont la faible lueur servait plutôt à rendre les ténèbres visibles qu'à les éclairer. Cependant, Lothario distingua vaguement des murs réticulaires, des commencements de voûtes dont les arcs énormes se perdaient dans une brume sombre, et en se baissant, il vit sur le sol quelques fragments de marbre, quelques petits cubes de pierre de couleur indiquant une ancienne mosaïque désagrégée par le temps. À n'en pouvoir douter, la villa Pandolfi avait pour substruction un édifice antique de l'époque des Césars, disparu sous l'exhaussement du sol et retrouvé en rasant les fouilles pour les fondations de la ville. L'architecte avait sans doute ménagé cette communication entre l'ancien palais et le nouveau, mais l'escalier dont on voyait encore les arrachements avait été détruit et transformé en gouffre d'oubliettes. Au moyen d'une troisième petite bougie, Lothario put reconnaître ces détails. Mais comment pourrait-il sortir de cette caverne? Comment trouver l'issue, s'il en avait une, à travers l'ombre, que sa provision d'allumettes ne suffirait pas à dissiper? Peut-être n'avait-il échappé à la mort soudaine que pour subir les agonies de la mort lente. Et, poussé par la faim, se mangeait dans la nuit la chair des bras. Cette perspective n'était pas gaie. Et quoique Lothario fût aussi courageux comme du monde, en y pensant, il se sentit courir un petit frisson sur la peau. Et tout à coup, il lui sembla entendre un léger bruit. Était-ce une goutte d'eau qui suintait de la route, le frôlement d'un reptile, le bruit d'ailes d'une chauve-souris, le trottinement d'un de ces bestioles immondes qui habitent les ténèbres? Ce n'était rien de cela. Un froufrou de soie de plus en plus distinct annonçait l'approche d'une femme. Et bientôt un jet de lumière, partant de la lentille verdâtre d'une lanterne sourde, brilla dans l'ombre comme l'œil d'un hibou qui serait borgne. Est-ce la Daphné qui vient voir si je me suis bien brisé le crâne ou rompu les mains? Se dit Lothario en s'étalant sur les squelettes. Oh, je suis curieux de la mine qu'elle fera quand je lui dirai « Bonjour, ma chère ». La femme mystérieuse arriva près de Lothario, dirigea la lueur de sa lanterne sur ce corps qu'elle croyait bien être un cadavre et qui en avait l'immobilité, se pencha vers lui et mit la main dans la poitrine du prince comme pour y prendre quelque chose qu'elle savait y être. Mais le mort ressuscita subitement, lui saisit le poignet comme dans un étau et de l'autre main lui arracha la lanterne dont la lumière retournée éclaira une figure qui n'était pas celle de Daphné. C'était une tête pâle, aux traits réguliers, aux sourcils noirs, d'une beauté sinistre et qu'en ce moment semblait médusée d'épouvante. « Ah, c'est vous, ma belle-mère » fit le prince Lothario, sans manifester de surprise. « Me doutais bien que vous étiez pour quelque chose dans cette aimable machination. J'y reconnais votre génie scélérat et mélodramatique digne du Moyen-Âge. Vous êtes un naissant trompé d'époque, chère Violanta. Vous auriez admirablement tenu votre place à la cour des Borgia.
C'est très gentil au XIXe siècle d'avoir comme Lucrèce des princesses Negroni qui vous attirent à souper les beaux jeunes gens et les font asseoir sur des sofas à procéder, se changeant en oubliettes. Ce truc me plaît, et je l'indiquerai à quelques dramaturges. Ma haine est assez profonde pour être respectée, fit Violenta. Trêve de raillerie, je voulais vous tuer. J'ai manqué mon coup, alors tuez-moi. C'est un franc jeu. Oh, soyez tranquille, madame, vous ne sortirez pas vivante d'ici. Des esprits timorés objecteraient peut-être que vous êtes une femme, mais les monstres n'ont pas de sexe. Et l'on écrase une vipère femelle avec la même horreur qu'une vipère mâle. Vous me haïssez, mais je vous le rends bien. Et je vous assure que c'est une antipathie à la fois instinctive et raisonnée. Vous avez trompé mon père, qui, séduit par votre beauté funeste, avait eu la faiblesse de vous épouser, et vous êtes entré dans la couche où il était morte ma mère, portant déjà en votre sein l'enfant qui naissait à 7 mois, et cependant venait bien à terme, le fils du ténor Ambrosio, dont vous étiez amouraché à la foire de Singalia. Oh, j'ai là dans ce sachet que vous vouliez me reprendre avec la vie, les lettres d'amour du chanteur que m'a vendu une servante corse maltraitée par vous. Ces lettres prouvent que votre enfant n'a aucun droit à l'héritage du prince, même quand je serai mort. En les publiant, j'aurais découvert avec votre honte la honte de mon père. Je ne l'ai pas fait, mais j'étais bien aise d'avoir la pointe de cette arme dirigée sur votre cœur. Avec vous, on est forcé d'employer les moyens indélicats. En outre, vous avez essayé plusieurs fois de m'empoisonner pour que votre enfant recueillît seul les immenses biens du prince Donati. Et dans ce but, vous avez étudié, penché sur les fourneaux et la figure couverte d'un masque de verre, l'ancienne toxicologie italienne. Vous avez retrouvé ce poison blanc comme de la poudre de marbre de Carrare, qui fait trouver le vin meilleur qu'on servait au souper du pape Alexandre. Ce parfum de Ruggieri dont les gants de Jeanne d'Albret étaient imprégnés, et cet aqua tofana, vrai eau du Styx, dont le secret est heureusement perdu. Longtemps j'ai vécu d'eux que m'apportait de la campagne ma bonne et fidèle nourrice, Maruccia, et avec l'aide de mon professeur, l'abbé Bononini, savant chimiste, j'ai cherché les recettes de contrepoison. Aucun venin, pas même le vôtre, ne peut mordre sur moi. Je suis comme Mithridate, roi de Pont. Et voyant que le poison ne réussissait pas, vous avez eu recours au fer et à diverses reprises. Vos bullies m'ont attaqué la nuit dans les rues de Rome. Heureusement, je suis de première force aux armes, et j'ai repêché au fond du puits où Lorenzaccio l'a jeté la chemise de maille du bâtard de Médicis, un peu rouillée peut-être, mais très souple et très solide encore, car elle m'a garanti de 3 coups de poignard. Et comme ce moyen ne nous amenait pas à votre but, comptant sur votre beauté, vous avez joué le rôle de Phèdre mieux que Madame Ristori, et tenté pour mieux m'étouffer et de m'attirer entre vos bras. Mais, quoique je n'eusse pas d'art ici, je restais plus sot, plus froid, plus déplorable qu'Hippolyte lui-même, et ma chère marâtre n'eut pas cette joie d'entraîner son beau-fils dans une complicité d'inceste. Voilà mes petits griefs exposés sans emphase. Je ne parle pas du trapillon par lequel vous avez tout à l'heure voulu me faire disparaître. Jusqu'à la mort de mon père, j'ai gardé le silence. Il ne faut pas de tache de boue au blason des Donati, mais une tache de sang n'a rien qui me répugne. Cette pourpre purifie, et comme dit le fier proverbe espagnol, la lessive de l'honneur ne se coule qu'avec du sang. Et pendant ce discours débité avec un flegme sarcastique, Violenta regardait Lothario, ne sachant s'il raillait ou parlait sérieusement,
Mais une haine implacable brillait dans les yeux du prince. Son long ressentiment allait se satisfaire, et l'heure de la légitime vengeance était enfin arrivée. Tout en parlant, sans lâcher le poignet de Violenta, il avait placé la lanterne sourde sur une pierre, et de sa main libre il fouillait sa poche pour y chercher un stylet. Violenta, qui épiait les mouvements de Lothario, lui imprima une si brusque saccade que le prince lâcha prise, puis se mit à courir en poussant des éclats de rire stridents et moqueurs. Lothario ramassa la lanterne, car il pensa qu'il aurait bientôt perdu de vue Violenta dans ces souterrains dont il ne connaissait pas les détours. Il fit tomber les rayons de la lentille sur la fugitive, s'engageant à sa suite dans d'étroits couloirs dont les murs verdis suintaient l'humidité. Il était près de l'atteindre lorsque soudain elle disparut, comme si elle se fût abîmée en terre. Un cri lamentable, un cri d'agonie et d'angoisse suprême retentit comme sortant des profondeurs du sol. Lothario s'arrêta et, dirigeant en bas la lueur de la lanterne sourde, il vit au milieu du chemin la bouche d'un puits sans margelle, dont le flot ne laissait qu'un étroit passage entre la paroi de couloir et la gueule du gouffre. Violenta avait pensé que le prince lancé à sa poursuite tomberait dans l'abîme qu'elle-même éviterait en contournant la marge. Mais le pied lui avait manqué, et ses mains, à une vingtaine de pieds de profondeur, s'étaient accrochées désespérément pendant la chute à une saillie des pierres. En se penchant avec la lanterne, Lothario aperçut au fond du puits une vraie figure de damné, livide, les yeux injectés de sang, la bouche violette, qui le regardait fixement avec l'affreuse expression de la haine impuissante. Le prince eut pitié de cette femme qu'il voulait tout à l'heure poignarder. Il admettait bien la mort par un stylet, mais non cette angoisse horrible d'être suspendu par les ongles au-dessus de cette eau noire, visqueuse, d'une profondeur inconnue, où jamais la lumière n'avait brillé et qui croupissait comme un flot de l'Érèbe. Et comme il n'avait pas de corde pour lui tendre, il défit son habit et le plongea dans le puits en le tenant par la manche. Mais il s'en fallait de 7 ou 8 pieds qu'il n'arriva jusqu'à Violenta. Bientôt un bruit sourd retentit et l'eau rejaillit le long des parois. Puis un grand silence régna. Lothario remit son frac et continua sa route avec précaution, car cet engloutissement de Violenta lui inspirait une juste méfiance. Comme Dante dans sa promenade aux enfers, il ne levait un pied qu'après avoir bien assuré l'autre. « Ma modestie, se disait-il tout en marchant, m'empêche de croire que le ciel se mêle de mes petites affaires. Cependant, on pourrait voir dans tout cela, sans superstition, le doigt de la Providence, car c'était moi qui devais faire le plongeon dans ce puits. » Chapitre 6. Le couloir qu'il suivait, dont il explorait les murs avec la lanterne, présentait des peintures sur fond rouge dans le goût des fresques de Pompéi et d'Herculanum assez bien conservées par place. C'étaient des danseuses, des bacchantes, des satyres luttant contre des boucs, des pygmées combattant contre des grues, des amours montés sur des chars traînés par des passereaux, des cigales et des colimaçons qu'ils fouettaient à tour de bras, des architectures chimériques se dessinant sur les fonds de paysages, les motifs habituels de l'ornementation antique. À un certain endroit, le mur s'était écroulé et découvrait d'autres souterrains qui ne paraissaient pas appartenir au même ordre de ruines. Lothario pénétra par cette ouverture, et au bout de quelques pas reconnut qu'elle donnait accès aux catacombes. Des inscriptions creusées dans la roche et remplies de myrrium encore visibles y indiquaient les tombes des premiers chrétiens. On y voyait, dessinés au trait, l'agneau et le poisson symbolique.
Ce n'était pas par là que le prince devait chercher une issue. Il se serait immédiatement égaré dans les rues, les dédales, les carrefours et les coecums de cette Rome souterraine aussi grande que la Rome vivante. Il reprit donc sa route et déboucha bientôt dans une vaste salle dont la lueur promenée de sa lanterne sourde n'atteignit pas la voûte. En errant à droite et à gauche pour trouver un passage, son pied heurta quelque chose, une sorte de bâton gros comme un bois de lance, et en se baissant pour le ramasser, il vit avec joie que c'était une torche oubliée là, sans doute, par les bandits qui autrefois venaient chercher un refuge dans ces ruines seulement connues d'eux. Il l'alluma et à sa clarté grésillante et fumeuse, mais autrement vive que celle de la lanterne, il put distinguer l'ensemble de la salle où il se trouvait et qui ressemblait au terme de quelque palais impérial. Au fond, une énorme voûte de briques, dont l'enduit de stuc était tombé et que pénétraient les racines des arbres poussés sur les couches d'éther supérieures, s'arrondissait en cul de four et couronnait un hémicycle creusé de riches où se voyaient encore quelques statues, les unes entières, les autres brisées au milieu du torse, les autres décapitées seulement. Ce n'était pas le moment de faire de l'archéologie et de décider si les chapiteaux des colonnes supportant l'architrave étaient d'un corinthien pur ou composite et avaient les dimensions prescrites par Vitruve. Une brèche s'ouvrait dans un coin de la salle, vestige d'une porte dont le chambranle de marbre s'était écroulé. Supposant avec logique qu'une porte doit toujours conduire quelque part, Lothario franchit le seuil et rencontra un escalier qui semblait descendre dans les entrailles de la terre et qui conduisait à un caveau voûté, sans doute le trésor, car des caisses dont le bois avait pourri et qui ne se tenaient que par leur garniture et leurs clous de bronze oxydés, avaient dû contenir des pièces d'or et d'argent, mais elles avaient été effondrées et vidées depuis longtemps. Un autre escalier se présenta, faisant dans l'intérieur des massifs de maçonnerie de capricieuses circonvolutions. Les marches, rendues inégales et descellées par les infiltrations des eaux, chancelaient sous le pied de Lothario et, quelquefois, une pierre, se détachant, roulait le long des degrés et éveillait sous la voûte basse des échos lugubres. Souvent, la semelle de son brodequin glissait sur quelque chose de flasque, de visqueux et de fétide, inerte et vivante à la fois, un crapaud troublé dans sa quiétude séculaire. Parfois, une chauve-souris effarée venait balancer ses ailes membraneuses à travers la fumée de la torche. Une queue de serpent, semblable à une racine, se retirait brusquement entre les pierres. À de certains moments, Lothario croyait entendre derrière lui des pas, mais ce n'était que la résonance des siens, et quand il se retournait, il n'apercevait rien que l'ombre se refermant après le passage de la lumière, comme des portes d'ébène qui retomberaient. Cet escalier, qui montait et descendait et n'en finissait pas, obstrué parfois de décombres, rappelait au prince ce cauchemar à l'eau forte où Piranèse a représenté une échelle infinie de degrés, serpentant à travers de noires et formidables architectures, et gravie péniblement par un homme qu'on revoit à chaque palier plus las, plus délabré, plus maigre, plus spectral, et qui, arrivé après tant d'efforts au haut de cette babelle d'escalier partant du centre de la terre, reconnaît avec un affreux désespoir qu'elle aboutit à une trappe impossible à soulever. Si les ruines romaines ne sont pas hantées de fantômes traînant des ferrailles comme les ruines gothiques, elles ont aussi leur terreur. Les larves, les lémures, les larmes, les lamies, les empouzes, les striges, valent bien les brucolaques, les goules, les aspioles, les égrégores et toute la hideuse population nocturne des lieux abandonnés. Et Lothario, à force d'errer dans ce rêve de pierre,
commençait à éprouver des inquiétudes nerveuses, des frissons maladifs. Il n'avait sur lui qu'un mince habit de soirée. Le froid humide et sépulcral de ces salles souterraines l'enveloppait comme un drap mouillé. La fatigue et le découragement l'envahissaient. Sa lanterne s'était éteinte, sa torche diminuait. Et que ferait-il quand elle aurait jeté sa dernière lueur, pris dans cette obscurité intense, perdu dans ce labyrinthe de passages, de couloirs, de chambres, d'escaliers, de planchers effondrés, qui pouvaient l'engloutir et le jeter, les os brisés au fond d'un noir plus absolu, plus opaque encore. Cette manière de mourir, quoiqu'il n'y en ait pas de bonne, lui paraissait particulièrement désagréable. En effet, pour un prince Donati, c'était une fin piteuse que de crever comme un rat sous un tas de décombres. Aussi se disait-il, mais pourquoi cette grue de Daphné ne m'a-t-elle pas dit la chose? Je lui aurais donné le double de ce que lui offrait ma dramatique marâtre. Et au lieu d'errer parmi ces tas de pierres et de briques d'où je ne sortirai peut-être jamais, je dormirais bien à mon aise dans ce grand lit Renaissance à corniche sculptée. Un commencement de fièvre faisait danser des hallucinations dans son cerveau, hallucinations qui se représentaient en fantômes extérieurs. Il croyait voir le spectacle coiffé d'un chapeau venir à lui avec des grimaces obséquieuses et des révérences exagérées, le priant, au nom des deux autres cadavres, de vouloir bien faire le quatrième à une partie de whist. Depuis longtemps, ils attendaient cette occasion, mais les mœurs s'étant adoucies, on ne jetait plus personne aux oubliettes. Puis la vision changeait. Les statues quittaient leurs niches, les peintures se détachaient des murailles et exécutaient autour de lui des sarabandes d'une nudité mythologique. Oh, le délire antique vaut mieux que le délire moderne, se disait Lothario. Ces danseuses aux transparentes draperies roses sont plus jolies que ces squelettes en haillons, et le bruit de leurs croix sales d'or est préférable à ces craquements de jointure. Se sentant envahir par les chimères de la fièvre, le prince fit un violent effort sur lui-même et ramena au logis sa raison qui s'envolait. Ainsi rasséréné, il continua sa route, et bientôt un bruit d'eau courante et comme le grondement d'une cascade vint frapper son oreille. La conduite qui menait l'eau dans la salle des thermes s'était affaissée depuis longtemps sous la pression des terres, et la source extravasée s'était fait un lit à travers les ruines et courait rapidement vers une ouverture sombre où elle déversait sa nappe noire zébrée de serpents de feu par le reflet de la torche. Une poutre jetée d'un bord à l'autre formait un pont étroit que Lothario hésitait à franchir, craignant quelque bascule, quelque rupture habilement ménagée. Mais il se décida bien vite, sa position ne pouvant guère empirer. Et la poutre ne fléchit pas sous les pieds du prince et ne lui joua aucun mauvais tour. Il se trouva de l'autre côté dans une suite de chambres relativement moins délabrées. Par les crevasses des voûtes filtrait une faible lueur bleue, car pendant tout ce voyage souterrain, les heures s'étaient écoulées et l'aurore se levait sur la campagne romaine. La clarté devint bientôt plus vive, et Lothario put abandonner sa torche. Le jour entrait dans la ruine à travers des fissures obstruées d'herbes et de broussailles. Des colonnes aux cannelures frustes, aux chapiteaux émoussés, supportaient les arcs des voûtes, et aux murailles dépouillées de leurs revêtements de marbre, les plantes pariétaires, pour en voiler la nudité, avaient suspendu leurs vertes draperies. Au fond, brillant et comme une étoile, une petite percée de ciel bleu. Se hissant sur un morceau de brique, de fragments de pierre et de marbre mêlés de terre, Lothario parvint jusqu'à l'ouverture
qu'il n'eut pas besoin d'élargir pour y passer, car, nous l'avons dit, il était svelte et mince. S'appuyant sur la paume des mains, il souleva son corps et se trouva bientôt hors du gouffre, en pleine lumière, au milieu d'un troupeau de buffles qui le regardaient avec une stupeur farouche et reniflaient à son aspect en secouant la lave de leurs mufles et en grattant la terre de leurs sabots. Lothario les écarta doucement en leur disant les mots auxquels ils ont l'habitude d'obéir, et il s'éloigna d'eux à pas lents, sans en être poursuivi. La lumière rose et bleue du matin s'étalait sur la vaste campagne déserte, dorant les arches des aqueducs et faisant scintiller par places les flaques d'eau amassées au pli du terrain. Des fumées légères indiquaient les lieux feux de pâtre, montaient dans l'air limpide, et les baudrées, cherchant leur proie, décrivaient des cercles dans l'azur au-dessus de la grandiose solitude. À l'horizon se découpait la silhouette de Rome, dominée par le dôme de Saint-Pierre, semblable à une montagne arrondie. Le prince savoura avec une inexprimable volupté cet air pur, ce vent frais, cette lumière sereine, cette calme et splendide magnificence de la nature. Sa poitrine, oppressée pendant plusieurs heures par la voûte de ces ruines souterraines, qui pouvaient être pour lui le couvercle du sépulcre, se dilatait délicieusement. Il remontait du gouffre à la surface, il revivait, il ressuscitait. Une calèche qui avait mené la veille des voyageurs à Castel Gandolfo revenait à vide. Lothario là et là, et en moins d'une heure, le galop des petits chevaux romains, si actif et si plein de feu, l'avait ramené à son palais. Il se coucha et dormit d'un profond somme. Lorsqu'il se leva vers midi, il murmura en bâillant et en s'étirant « On dit qu'il n'arrive plus d'aventure !» Chapitre 7. Maintenant, quelques mots pour finir. La disparition de Violenta resta toujours inexplicable. Une instruction fut commencée et abandonnée faute d'indices. Les âmes pieuses dirent que le diable avait emporté la princesse qui s'adonnait à la magie. À Rome, cette explication ne semble pas invraisemblable. Le fils du ténor Ambrosio prit les fièvres et mourut. La Daphné était retournée à Paris où le jeune attaché d'ambassade vint la rejoindre. Elle avait repris sa vie habituelle. Mais au dernier carnaval, comme elle était en train de souper au café anglais avec quelques biches et quelques gandins de la plus belle eau, faisant grand tapage et commençant à briser les cristaux, un jeune homme pâle à favoris noirs et de l'air le plus distingué, se trompant sans doute de numéro, ouvrit la porte du cabinet ayant au bras un très grand domino bleu ramené de l'opéra. Le jeune homme, qui n'était autre que Lothario, s'excusa poliment de s'être introduit de la sorte en si bonne compagnie, et il allait se retirer lorsque Daphné, se levant toute droite, les yeux hagards, la figure livide, exprimant une indicible terreur comme si elle voyait un spectre, murmura d'une voix étranglée « Oh, les morts reviennent donc !» Puis elle tomba raide, renversant sa chaise et entraînant la nappe de ses mains crispées. Elle était plus blanche que sa robe de taffetas blanc, et la mort lui mettait aux joues sa terrible poudre de riz. On s'empressa autour d'elle, on la releva, mais tout ce qu'on fit fut inutile. Elle murmura encore quelques mots étranges. La femme noire, l'œil gauche du sphinx de droite, pressez le bouton, patatras. Et elle mourut. Eh bien, voilà une jolie fin, dit Zerbinette. Daphné est crevée d'une indigestion d'écrevisse à la bordelaise, c'était fatal.
On périt toujours parce qu'on aime. Ce fut toute la raison funèbre de mademoiselle Daphné de Boisfleury. Et pour achever sa disgrâce, la mort, qui aime la vérité, ne l'a reçue au cimetière Montmartre que sous le nom de Mélanie Tripier. À vrai dire, elle ne méritait pas d'autre raison funèbre ni d'autre épitaphe. Quant au prince Lothario, il avait discrètement refermé la porte, et dans le cabinet voisin, il soulevait la barbe de dentelle du domino bleu qui ne voulait pas se démasquer, et prenait sur des lèvres qui disaient non un baiser qui disait oui. 1866.